Vous êtes Marseillais, vous avez près de 30 livres à votre actif, des romans, des polars, et un parcours très étonnant. Le raconter d'ailleurs montre comment la vie irrigue l'écriture, et comment vous-même en êtes venu à écrire. Vous avez grandi à Marseille, quitté l'école en 3e, et vous avez travaillé dans le bâtiment avant de bourlinguer, notamment en Turquie. Et puis d'oublier à ce moment-là que vous deviez faire votre service militaire, ce qui vous a valu d'arriver 2 mois en retard et de vous retrouver au trou, d'où vous vous êtes évadé aussi, un petit peu comme votre personnage là, mais on y reviendra. Vous avez travaillé 10 ans au milieu hospitalier comme aide-soignant infirmier, et le stylo vous démangeait. Vous n'avez jamais cessé d'avoir envie d'écrire, et puis vous êtes devenu donc un romancier très prolifique. Vous avez publié votre premier roman à 40 ans passés, Les Chemins Noirs, en 1988, et depuis vous n'avez pas arrêté. Et vous avez écrit « Un jour, on se met à écrire pour entendre la voix lointaine de nos mères. Lorsque j'écris, j'entends la voix de la mienne. » C'est quelque chose qui habite tous vos livres, ce rapport à la voix maternelle? Oui, parce que la littérature n'est pas rentrée par mes yeux, mais par mes oreilles. Parce que j'avais très mauvaise vue. Tous les enfants du quartier à Marseille me traitaient de 4 œils. J'étais tellement vexé, blessé d'avoir 4 œils. J'avais des lunettes très très épaisses que je ne voulais plus aller à l'école. Et ma mère s'est aperçue que je ne voyais pas, que j'avais jeté mes lunettes. Elle m'en rachetait et je les rejetais. Et donc elle s'est mise à me lire un jour, quand j'avais 7-8 ans. On a parlé tout à l'heure d'Alexandre Dumas. Elle m'a raconté, elle m'a lu tous les soirs le Comte de Monte Cristo. Et de la fenêtre de notre cuisine, on voyait au loin le château d'If qui sortait de la mer, qui devenait pourpre le soir. Lorsque le soleil rentre du côté de l'Estaque dans la mer, le château d'If était pourpre. Et 5 minutes après, il était noir. Et comme je voyais le château d'If, j'étais persuadé que toute l'histoire du Comte de Monte Cristo, d'Edmond Dantès, était vraie. Et j'ai été ébloui, et je me suis identifié à la révolte de cet homme. Et vous avez dit que j'ai oublié d'aller à l'armée. Non, c'est pas... je suis arrivé, je crois, volontairement en retard, parce qu'à cette époque-là, quand ma mère me lisait le Comte de Monte Cristo, elle m'a raconté aussi, me lisant le Comte de Monte Cristo, que mon père avait fait 1 an de prison pendant la guerre. Il avait été surpris par des policiers français en train de voler quelques kilos de marchandises dans un train qui partait pour l'Allemagne. Et les Allemands, à partir de 42-43, occupaient le sud, et 3 policiers français qui ont fait un peu de zèle ont vu mon père voler cette... Il ne volait pas dans un train qui partait pour l'Allemagne, nos ennemis. Il a été mis en prison pendant 1 an dans la vieille prison Chave qui a été remplacée par les Baumettes. On a détruit cette vieille prison du 19e siècle qui a été remplacée donc par les Baumettes. Et mon père, j'ai appris à 7-8 ans qu'il était sorti de cette prison après 1 an, couvert de gales, de maladies, et elle me lisait le Comte de Monte Cristo. Et je me suis identifié à la fois à mon père, ce qui est normal, mais à la révolte du Comte de Monte Cristo. Et je ne suis pas arrivé en retard par hasard, je suis arrivé avec 2 mois de retard à l'armée, parce que j'étais toujours dans cette révolte, et de me dire, mais ton père, comment on peut vivre 1 an ou des années dans 7-8 mètres carrés? Et quand je me suis retrouvé dans cette cellule, on m'a mis pendant 6 mois dans une prison militaire, je me suis retrouvé dans une cellule de 7 mètres carrés, je me suis assis sur mon lit, j'ai regardé le mur, et je me dis, tiens, enfin tu es chez toi. Tu vas comprendre ce que ton père a... Et je ne l'ai pas compris. Je suis resté 6 mois dans cette cellule, et je n'ai toujours pas compris ce que les gens peuvent faire pendant des années dans une prison. Et donc, depuis 30 ans, je vais dans les prisons animer des ateliers d'écriture, et je n'ai toujours pas compris ce qu'a vécu pendant 14 ans le Comte de Monte Cristo. Donc, ce qu'on dit aux enfants quand ils ont 7 ans, 8 ans, ça se met à travailler dans nos têtes, dans notre corps, et ça devient parfois monstrueux. Donc, je n'habite pas la prison, elle m'habite depuis que j'ai 7-8 ans. Avec ce roman, Le Comte de Monte Cristo, et avec ce séjour que mon père a fait en prison. Ce qui fait écho d'ailleurs au personnage principal de votre dernier roman, qui dit « Je n'ai besoin que de liberté ». Alors, qui est ce personnage? C'est un écrivain qui se trouve être en panne d'inspiration,
et il trouve un petit boulot parfait pour un écrivain, en l'occurrence devenir le gardien d'un monastère, un monastère perdu dans les montagnes de Provence. Il va devenir donc le gardien de ces lieux qui sont la propriété d'un riche personnage assez obscur. Hein. Pendant longtemps, on ignore son nom et voilà, il y a une espèce de mystère qui entoure le monastère, le personnage. Alors, question un petit peu tarte à la crème, hein, mais incontournable. On trouve beaucoup de passerelles entre cet écrivain et vous, même si on peine à imaginer que vous puissiez être en panne d'inspiration à un moment ou à un autre. Mais voilà, il y a beaucoup de vous apparemment chez cet écrivain qui fréquente des lieux que vous fréquentez. Vous évoquez des libraires, ceux du Bleuet, à Banon. Lui-même s'est évadé de prison. Donc est-ce que c'est finalement beaucoup vous, ce personnage, ou c'est juste des petits clins d'œil? Vous dites en panne d'inspiration. Moi, il y a 40 ans que je suis en panne d'inspiration. Il y a 40 ans que j'ai du mal à trouver une idée de roman, une phrase, et pourtant ça me passionne. J'ai écouté Franck tout à l'heure parler d'écriture, il en parle très bien, mais on est toujours en panne du prochain mot. J'ai voulu créer ce monastère parce que j'ai pensé au premier mot que j'ai écrit dans un cabanon de Manosque. Et ce monastère est comme ce cabanon. Sauf que quand j'ai décidé d'écrire dans ce cabanon, j'étais pas en panne parce que j'étais comme celui qui ne sait pas encore nager et qui est avide d'apprendre à nager. Donc on n'a pas peur d'écrire, on a tellement envie. Je travaillais à l'époque dans un hôpital psychiatrique à Marseille. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un hôpital psychiatrique et les quelques derniers mois, mon corps s'est couvert d'eczéma. J'avais de l'eczéma au doigt, puis l'eczéma est monté dans mes mains, et puis l'eczéma a gagné mes bras, et je passais mes nuits à me gratter. Je suis allé voir tous les dermatologues de Marseille qui ont essayé de comprendre ce que j'avais. Personne ne m'a donné la solution. Et un jour, j'ai dit aux infirmières, demain, je ne viendrai pas travailler. Et elles m'ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais aller dans un cabanon de Manosque et je vais essayer d'écrire un roman. Et le lendemain, je ne suis pas venu travailler. Il y avait un petit cabanon qu'on me prêtait, 9 mètres carrés, avec de la tôle ondulée sur le toit, dans une petite vigne. Personne ne voulait de ce cabanon, il n'y avait pas d'électricité, pas de téléphone, il y avait de l'eau, mais de l'eau d'arrosage. Et je me suis installé dans ce cabanon, et au bout de 2 jours, après avoir fait le ménage, j'ai ouvert un cahier. C'était septembre, il y avait une petite tonnelle devant le cabanon, avec un bourdonnement de guêpes, d'abeilles, ça sentait le raisin. J'ai ouvert le cahier, et j'ai commencé à écrire les premiers mots dans un bonheur total. Et 3 jours après, j'ai regardé mes mains, je n'avais plus d'eczéma. C'est-à-dire que je rêvais sans doute d'écrire depuis des années sans le savoir, et là, ayant écrit ces premiers mots, je me suis rendu compte que j'avais enfin choisi la liberté de ma vie. Je crois que c'est vous qui avez prononcé le mot liberté. Mais la liberté, la liberté. Jusque-là, je travaillais tous les jours, je pointais, j'ai travaillé pendant 16 ans. Découpeur chimiste dans le bâtiment, psychiatrie, et brusquement tu te trouves sans argent, mais dans un cabanon où tu peux faire ce que tu veux, dormir, rêver, te rendormir, marcher, aller ramasser une bûche, faire du feu, n'importe quoi. Ne pas écrire, faire la sieste, n'importe quoi. Et mon eczéma est parti tout d'un coup, j'avais récupéré mon corps, j'avais récupéré mon temps, j'avais récupéré... Et j'ai pensé récemment à une phrase de Victor Hugo qui dit « Qui a peur d'être pauvre ne peut pas être libre ». Il faut dominer cette peur. On a tellement peur d'être pauvre qu'on va toujours travailler. Et moi, j'avais dominé cette peur. J'avais récupéré mon temps. Quoi de plus précieux que le temps, hein? L'argent, il n'est pas la banque. L'argent, c'est le temps. C'est ça notre richesse. C'est notre temps. Et depuis 40 ans, depuis près de 40 ans, je fais chaque jour ce que j'ai envie de faire. Je descends au bistrot, je bois un café, je regarde passer les femmes, je remonte écrire un mot, des peuples. J'ai pas envie d'écrire, j'écris pas. J'ai récupéré ma vie, mes bras, mes mains, mes jambes, mon cerveau. Et je suis heureux depuis 40 ans. Donc c'est pas un métier, c'est un bonheur. Même si j'ai peur d'écrire un prochain roman, parce que j'ai aucune idée de mon prochain roman. Je suis tellement libre et heureux, je pourrais vivre 1000 ans. Exactement comme votre personnage apparemment, qui se retrouve dans ce monastère, Notre-Dame de Ségriès, qui au passage existe.
à ceci près que c'est une maison d'hôtes. Bon, pour la petite histoire, on imagine que vous y avez séjourné dans cette maison d'hôtes. En tout cas, elle est parfaitement bien restituée, et ce monastère, lui aussi, est un personnage. Et d'ailleurs, votre romancier, votre écrivain, lui parle. C'était important de le personnifier, de faire en sorte que ce monastère habite le personnage comme le personnage habite le monastère. Le monastère, c'est l'écriture. Le monastère, c'est la solitude, c'est le silence. Ce petit cabanon au-dessus de Manosque, qui était dans la solitude et le silence, des après-midi d'automne, avec cette chaleur, ces journées qui sont encore très longues, ce bourdonnement. Mais là, c'est l'écriture. Rien ne vient, il n'y a pas de téléphone, je n'avais pas de visite, mais jamais j'ai été aussi heureux que dans cette solitude et ce silence. Et j'ai besoin de ça chaque jour pour écrire le silence et la solitude, depuis toutes ces années. Mais c'est ce qui me rend heureux. Même si on est heureux de venir dans une très belle fête du livre, de rencontrer des gens, des amis, de retrouver des gens. Mais moi, je suis tellement content ce soir de rentrer chez moi, dans la solitude des collines. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Je pars le matin, je vais au bord du Verdon, je vais au bord de la Durance, je vais sur le plateau de Valençol. Je marche énormément, je marche. Et en marchant, je trouve des mots. Parfois, je trouve une mûre, une figue, un champignon, rien, un mot. Je ramasse un mot, je ramasse un caillou. Et quand j'arrive chez moi, c'est là que les phrases sont construites. Mais dans cette liberté, c'est tellement beau la Provence que... mais ça ne suffit pas. La beauté de ces marches à pied, tu regardes s'envoler un héron cendré, tu regardes luire l'eau, tu sens les odeurs d'humidité. Et en même temps, ça ne suffit pas. C'est pour ça que je vais au Baumette depuis 30 ans, animer des ateliers d'écriture, parce qu'il me manque dans cette beauté quelque chose, c'est-à-dire la moitié de moi-même, la moitié de ce qu'est l'humanité. Quand on voit le désastre que nous avons fait depuis 40 ans, puisque nous avons tué 60% des espèces vivantes, la beauté ne suffit pas. Elle m'enrichit, elle m'enivre, mais pour comprendre qui nous sommes, nous les sapiens, eh bien, je vais aussi en prison pour comprendre pourquoi nous sommes aussi prédateurs, assassins, pervers. Et je le trouve dans les romans aussi. Quand on lit Céline, quand on lit Shakespeare, ou même Genot d'ailleurs, hein, je dis ça même si sa fille est là, quand on lit Genot, on s'aperçoit de la richesse et de la monstruosité de l'homme. Hein. Donc on le cherche dans les livres. Et je vais le chercher encore plus dans la profondeur des Baumettes, où je rencontre depuis plus de 30 ans des assassins, des pervers, des psychopathes. Et ça nourrit aussi mes romans, aussi bien que la beauté de la Provence. J'ai besoin des deux. Et ces deux ingrédients-là, on les retrouve justement dans le dernier arrêt avant l'automne, on va y venir, puisqu'on a une première partie du roman qui est aussi une sorte de poème en prose sur la Provence, sur les beautés de cette région. Alors, vous faisiez allusion à Manosque, et évidemment tout de suite il y a Giono qui vient, et il y a de très belles phrases, de très belles descriptions de ces paysages qui sont sous la vôtre, mais forcément aussi sous celle de votre narrateur, et une réflexion aussi écologique. Vous avez fait allusion à ce massacre, c'est ce crime contre la nature qui est perpétué, et là aussi vous en faites état de manière très, très subtile, hein. C'est pas un roman pour expliquer que la pollution va tout ravager, non, c'est en fond, ça préoccupe votre personnage qui a besoin aussi de s'éloigner de la folie du monde. Et il explique qu'il est coupé lui-même de tout ce qui se passe autour de lui, quasiment. De temps en temps, il reprend un peu contact avec son environnement, en allant boire un café dans une bourgade où il a des amis. Mais là, on retrouve aussi beaucoup de vous dans ce que vous dites, dans ce roman. Oui, j'ai trouvé dans ce monastère où je suis allé, j'ai trouvé un chat. Un chaton qui était sorti de la colline, qui avait 2-3 mois, qui avait été abandonné, et j'ai adopté ce chaton, et je l'ai mis contre moi. Et il a fait le bruit du solex que j'avais quand j'avais 14 ans. Le ronron d'un chat, c'est merveilleux. Vous le mettez contre vous et j'ai entendu le solex. Et donc j'ai appelé ce château Solex. Il est dans le roman. Il est dans le roman, mais il est vrai, il existe. Hein, on parle des personnages. En tout cas, beaucoup de personnages là ne sont pas vrais, mais Solex est vrai, ce château. Et ce château m'a replongé dans mon enfance, dans ce que vous dites, c'est-à-dire les rivières de mon enfance. J'arrivais de Marseille, que je quittais dans un bonheur, parce que Marseille, pour moi, c'était pas simplement la ville, c'était l'école. Et je détestais l'école. J'avais peur d'aller à l'école parce qu'on m'interrogeait, on me demandait de lire et je n'y voyais pas.
Et le mardi et le vendredi, il y avait lecture, donc je savais que je serais interrogé, comme tout le monde. Et quand ça venait à moi, je me mettais à trembler. René, lis, à toi. Et plus je forçais, plus les caractères d'imprimerie se troublaient. Et j'étais tétanisé. Et je ne suis plus jamais allé à l'école à partir de 12 ans, 13 ans. Donc je n'ai même pas le BEPC. Mais j'étais tellement terrorisé par l'école que dès que l'été arrivait, je prenais mon vélo, j'avais un demi-course avec des ballons comme ça, et je partais, je mettais 6 heures pour arriver à Manosque. Mais je partais en vélo, et je garais mon vélo près de la petite chapelle du pont Mirabeau, et je plongeais dans la Durance. Et commençait, ce que Genot appelle dans Jean le Bleu, c'est le Pays Bleu. Et pour moi, qui n'avais pas encore lu Genot, j'entrais dans le Pays Bleu. Je me jetais dans la Durance et je savais que pendant 2 mois, j'allais pouvoir me baigner dans le Largue, dans la Laye, dans la Durance. Le soir, j'allais piquer un melon au bord des champs. C'était la liberté, la liberté. Et je n'ai jamais connu aussi belle période dans ma vie que de poser son vélo contre la chapelle du pont Mirabeau et de plonger dans la Durance et d'entrer dans ce Pays Bleu. Et dans ce livre, avec ce chaton qui a fait le bruit du Solex, j'ai retrouvé mon Solex et ma jeunesse. Le soir, on partait dans les bals de village, c'était inouï. Et à l'époque, les rivières étaient vivantes, elles sont mortes aujourd'hui. Le Largue, la Laye et d'autres, ce sont des rivières où il y a un petit ruisseau bourbeux. À l'époque, on allait pêcher des truites, des écrevisses, on avait de l'eau jusque-là, c'est là qu'on faisait nos premiers baisers. Tout était vivant. Et aujourd'hui, je suis très triste de voir ces rivières mortes, parce que l'eau a disparu. Et ça fait partie de cette prédation, de tout ce que nous avons détruit. Donc là, ce n'est pas un roman écologique, vous l'avez dit, mais en tout cas, c'est à la gloire de cette beauté qui est autour de nous. Ce matin à l'hôtel, j'ai vu une phrase qui traînait, une phrase de Mistral. Bon, je n'aime pas trop Mistral, mais cette phrase, j'ai trouvé qu'elle était pas mal. Je crois que Mistral disait « Quand Dieu doute de ce qu'il a fait, il se souvient qu'il a créé la Provence ». C'est tellement cool. À la Provence, on l'a compris, c'est aussi un personnage, alors ça va peut-être même au-delà, mais il y a un mélange de personnages authentiques et de personnages créés, ou en tout cas inspirés du réel. Et on s'amuse à repérer ceux que vous fréquentez, eux-mêmes ont dû se reconnaître. Alors on a parlé de Libraire, on a parlé du Bleuet à Banon. Il y a aussi Géraldine qui a repris l'hôtel des Colonnes à Riez. Alors, je suis renseigné, il existe. Je suppose que Géraldine aussi. Et puis on a Druve, et là je cite le roman, un étonnant personnage de roman. Donc, vous faites une mise en abîme dans un roman sur un personnage de roman qui a tout appris dans les livres. Et ce personnage pourrait presque paraître secondaire, mais finalement il a aussi son importance. Comment vous est venue l'idée de le mettre en scène et présentez-nous-le, ce Druve? Ils ne sont pas importants, les personnages. Je crois que Franck l'a bien dit tout à l'heure, ils sont pas. Les personnages, la littérature, c'est pas la réalité d'un personnage. C'est cette musique. Voilà, on écrit. Hier, nous écoutions la voix de Genot dans notre salle, là, et il explique mieux que personne comment les personnages arrivent. Lui disait, je vois sortir de mon mur un personnage, il traverse mon bureau, il le regarde sortir, parfois rester, et il se met, et on fait tout ça quand on écrit. J'écris moi aussi sur des cahiers, et je vois rentrer dans la chambre, sur mon mur, ce personnage dont on parle, qui est en grande partie inventé, mais tous les personnages sont à la fois réels, mais ça n'a aucune importance. On transforme de la réalité en permanence, et l'important, c'est la musique d'une phrase, c'est pas sa vérité. On se fout de la vérité et on se fout des personnages, même s'il faut des personnages. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage dans un livre? Je me souviens, tiens, en parlant de ça, d'une femme qui vient me voir un jour à Saint-Malo. J'étais dans une fête du livre comme ici, elle vient, c'était le jeudi, on restait 4 jours à Saint-Malo. Elle vient me voir, et puis sans me regarder, elle prend un livre, Les Chemins Noirs, c'était mon premier livre, elle l'achète, elle s'en va. Et le lendemain, elle revient vers moi, elle me fixe, et elle me dit « Monsieur, je vous plains. » Genre, vous me plaignez? Je vous plains vraiment. Et pourquoi vous me plaignez? Et elle me dit « Mais vous souffrez d'une manière, j'ai lu votre livre, mais vous êtes dans un état de souffrance, vous ne pouvez pas rester comme ça. » Je dis « Mais oui, j'ai écrit ce livre, mais il y a des personnes... » « Non, non, vous. J'ai lu le livre dans la nuit, je vous ai apporté l'adresse de mon psychiatre.
il faut absolument, parce que moi j'étais dans votre état de souffrance, elle me dit, je souffre autant que vous. Je suis allé voir cet homme, en 3 séances, il m'a soigné. Elle me dit, je vous laisse l'adresse, vous êtes là pour combien de temps? Je dis, jusqu'à dimanche soir. Il y a son numéro de téléphone, appelez-le, Rennes, c'est à 40 km, allez le voir. Peut-être qu'en 1 heure de discussion, il va vous sortir de votre souffrance. Elle était persuadée que le personnage de mon livre, c'était moi. C'était moi. Et donc, le lendemain, elle est revenue, est-ce que vous avez appelé mon médecin? Je dis non, j'ai pas eu le temps, il y a beaucoup de monde, etc. Et le dimanche, finalement, je me suis empressé de retourner, parce que chaque jour, elle venait, et le lundi, à 6 h du soir, chez moi, à Manosque, le téléphone sonne, c'était elle. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes allé voir mon médecin à Rennes? J'ai dit, mais je vous l'ai dit, on n'a pas le temps. Elle me dit, je vais téléphoner à mon médecin, il y a toujours... Et le lendemain, elle m'a dit, j'ai téléphoné à mon médecin, qui m'a donné le numéro d'un médecin à Aix-en-Provence, qui emploie les mêmes méthodes que lui, et vous devriez vraiment aller le voir. Et donc, 2 jours après, quand elle a rappelé, j'ai dit, je suis allé voir le confrère, il m'a parlé pendant 2 heures, je me sens très bien. Et elle ne m'a plus rappelé. Mais elle était persuadée que le personnage, c'était moi, alors que souvent, ça n'a rien à voir. Et le débat, là, c'est très intéressant, sur les personnages de nos romans, parce qu'on ne sait pas s'ils sont réels ou imaginaires. On les a créés comme on a tout créé, en transformant tout. Les monastères, les collines, les rivières, les personnages. Ce qu'il y a de vrai dans un livre, c'est nos émotions, c'est tout, nos émotions. Un livre, c'est que l'organisation d'un chaos d'émotions, c'est ça un livre, des émotions. Mais après, le personnage de Drou, du monastère, ça n'a aucune importance. Là, je n'y ai mis que des émotions. Et quand tu tiens un chaton que tu viens de trouver dans la colline et qui se met à ronronner, c'est une émotion énorme.